CRTV News, ici, toute l'info. C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous connaître et savoir que vous êtes nos spectateurs ce soir. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue à Twilight. Ce soir du 19 août 2020, nous parlons des préparatifs des élections régionales. La concertation entre le ministre de l'administration du territoire et les faunes provenant du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de l'administration du territoire entretient les garants du commandement du territoire et les entretiens sur les contours du conseil régional à venir, mais surtout et d'abord sur la restauration de la paix dans leurs zones respectives. En deuxième partie, nous parlerons de la restauration de la réserve forestière de Melap dans le Noun avec le concours des élèves du centre d'instruction de Koutaba et l'ANAFOR, l'Agence nationale d'appui pour le développement forestier. Mais avant, je vous invite à prendre une nouvelle en langue anglaise avec Larry Fundé. Good evening. Good evening, Giselle. Welcome on set. Thanks for having me. So you said that you began this newscast talking about this day, which is the Day of Humanitarian Action. Exactly. The day was designated by the United Nations General Assembly to recognize people who have lost their lives for humanitarian actions and also other humanitarian personnel. Now let's look at the crucial role aid workers play when it comes to crisis, especially as the world is trying to brace up against the current health pandemic. Gay Clarence reports. According to the United Nations, 90% of people with COVID-19 are in towns and cities, which the UN Secretary General calls the ground zero of the pandemic. Due to these, aid workers are on the front line of the world's urban crisis, responding to help people in need and ensure quick recovery. They work closely with communities and authorities to support critical emergency responses. Humanitarian workers target the vulnerable by working with community groups. This, in most cases, is done with the use of mobile apps to map the needs and responses in informal settlements. This is to ensure the right assistance get to the right people. These aid workers who attend to refugees, displaced people, and local communities in urban areas are often the first responders who save lives during times of crisis. The World Humanitarian Day, designated by the UN General Assembly, is observed every August 19. On this Humanitarian Action Day, the persistent question is, what have you done for others? Some local associations are trying to provide answers and also to also see how they can give their own quota in different regions of the country. Beatrice Ngum now explains what humanitarian action is and what can be, who can be a humanitarian. Beatrice. Clad in their sleeveless jackets, they are ready for work. These are humanitarian workers of the association Tielilan, meaning love in Makal language. They are out to share their love with the needy
without any remuneration. We are actually working with a child who have respiratory problems and their parent does not have money to take care of him. And their act of giving hope to the vulnerable is known as humanitarian action. Is about saving lives. When people are leaving a place, when people, because of the war, they feel lonely, they need psychosocial support. Sometimes they need a shelter. Sometimes they need their children to go back to school. It's all these actions that we are doing for the people who lost everything. You and I can be humanitarians if we want to better the lives of others. We have the professional humanitarians, but we have many people who are receiving the people who are fleeing war, who are fleeing conflicts, and that we don't know. For instance, the host communities, they are also humanitarians. They are also doing humanitarian support, so we can all be humanitarians. Thus, this day, the world is paying tribute to men and women who render selfless services to people in distress. Now, bladed weapons are now forbidden in the Northwest and in the Southwest. Exactly, Giselle. The sale, possession, and also the purchase of machetes, axes, and iron rods is now restricted in the northwest and southwest regions of the country. This is contained in an instruction given by the country's Minister of Territorial Administration to the governors of these two regions. Our reporter Rita Makang now puts this order in context. Inhabitants of the northwest and southwest regions will henceforth need an authorization to own and use bladed weapons such as machetes, axes, or iron rods. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, has, in the wake of rising atrocities on the civilians in the crisis-hit regions, prohibited the sale and purchase of these items, believed to be materials used by suspected terrorist fighters to commit excesses on the population. In a correspondence addressed to the governors of the northwest and southwest regions, Minister Paul Atanga-Nji gives clear indications on what has to be done. Firstly, any citizen who wants to purchase a machete or an axe should have prior authorization from the divisional officer and justify with his farming activities before buying the material in any shop. Again, the trader will have to properly identify the buyer with his national identity card and phone number. As for iron rods, the trader must make sure the buyer is in possession of a construction license and that the construction works are ongoing. Preventive measures to limit the recurrent barbaric acts in the two English-speaking regions. It's International Photography Day. The day celebrates the art, the craft, the science, and the history of photography. Let's now follow a professional photographer in town to find out what his daily challenges are. Ate Bonaventure has been a professional photographer for more than 5 years. His specialty is passport-size photographs. Per day we can do, since we are many of us, we can do 5 each person or 10 because they want to do many things like examination and competitive exams. He doesn't sit down to wait for customers. He must play smart to have one. The customer is coming, we move toward them. I will ask them if they want to print their pictures and we propose them the prices. We are doing 8 pictures for 1,000. Professionals agree with the fact that the advent of ICTs has eased their work, but regret that profit margin keeps decreasing as days go by. We still stay with Ate Bonaventure now to pose this question. When last did you visit a photo studio? This is a question which we took to some Cameroonians who say they prefer to use the smartphones. Most of whose megapixels aren't too different from the professional cameras. Hear them. By a photographer, never. I have my phone to do that. Some phones have super cameras, very clean pictures. So I don't need to another program to photograph me. I have my phone to do that, especially these new Android phones that are coming out now. I visited a professional photographer because I think my phone does it even better. So I take good pictures with my phone. And if need arises for a professional photographer, I'll definitely visit one. I cannot remember what it was for because my phone takes wonderful pictures, so I don't see that they need to visit a professional photographer. I use my phone
are not satisfied because it's not very good. And I do it like that because I don't have something professional to do. Any news about the World Habitat Day? Exactly, Giselle. From the 5th of October, the city of Douala will host activities to mark this year's edition of the World Habitat Day. In period to this, the Minister of Housing and Urban Development has launched a competition to come up with the cleanest city in the country. There are 3 cities up for competition: Limbe, Douala and Yaoundé. The authorities in Douala say they're trying to brace up to grab this trophy. Scholar Maloke reports. The 3 cities taking part in the Clean City competition in the country are Yaoundé in the central region, Limbe in the southwest, and Douala in the littoral. According to authorities of the Douala City Council, since the competition was launched on August 5th, they have been on the alert. We have that mini meeting with the city council and the mayor of the different city of the Douala, because we have associated all of people of the city to take care of the property. Activities aimed at making the city clean are already on course under the supervision of the city council. We have the cleaning of the gutters, we have sweeping of the road, we have sanitation. Also, the city mayor give the financial assistance to the sub-divisional council. Authorities of the city believe that they will win the prize of the cleanest city in the country come October 5th during celebrations marking this year's World Habitat Day, thanks to the urban master plan and other experiences they have. Soldiers who overthrew Mali's president in a coup d'etat that drew international condemnation have this Wednesday pledged to restore stability and oversee a transition to elections within a reasonable period. President Ibrahim Boubacar Keïta resigned and dissolved parliament late yesterday, Tuesday. That was just hours after the coup leaders detained him at gunpoint, plunging a country already facing an armed movement against it, as well as a mass opposition protest, deeper into more crisis. Thanks for giving us your top hour. That's the latest in the country and beyond. I'll leave you in the company of Giselle and the program Twilight. In the meantime, these stories and more will be developed for you at 7:30 with Ben Meno Poufong. Giselle. And in French, at what time? In French, we have a mirror of this at 7 with Gayo Bono. And of course, we'll have Romain Chiso at 8:30. Thank you for coming and thank you for the colors. Thanks for having me. Mesdames, Messieurs, vous regardez Toilette sur CRTV News. On va prendre une légère pause et on va prendre après la direction de la région du Sud, à Kribi précisément. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. L'appel des régions nous conduit à Kribi dans le sud où nous attend notre correspondant Yves Landry Bandamissi. Bonsoir si vous m'attendez. Bonsoir. Je vous entends pas bien. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, dites-moi, il y a quand même des visiteurs particuliers dans la ville de Kribi. Je pense que ce sont des membres, alors le personnel de l'Institut sous-régional de la statistique et de l'économie appliquée, abrégé ICEA. Ils séjournent apparemment pour reviser l'orientation stratégique des enseignements offerts à leurs étudiants. Est-ce qu'il s'agit effectivement de cela? Tout à fait, Gisèle. Il s'agit de ça. Il est question d'un atelier pour la rédaction des contenus, des cours dans le cadre de la rénovation pédagogique des enseignements initiaux. D'accord. Alors, ils sont là depuis combien de temps? Ça s'achève quand? Alors, ils sont là depuis 3 jours précisément. Ça s'achève aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est justement la finalité de ces travaux. Dans quelques heures, on aura justement la fin de cet atelier. Alors, je vais probablement vous demander de vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît, pour que vous n'ayez plus l'écho de ce que je dis. Tout à fait. Alors, pour poursuivre notre entretien, je voudrais savoir exactement quels sont les acteurs impliqués dans ce séminaire. Est-ce qu'il y a des enseignants, des experts et, je ne sais pas, le corps administratif de l'école? Tout à fait, Gisèle. Il y a plusieurs participants, parmi lesquels nous avons le directeur justement de cet institut, les professeurs permanents qui travaillent d'arrache-pied pour la faisabilité de ces formations, les responsables des bureaux de stage, les chefs d'atelier informatique, également les conseillers du directeur pour mener à bien cet atelier qui se déroule ici même à Kribi pour l'instant. Maintenant, comme je vois que vous ne comprenez pas bien ma requête de vous éloigner de ce qui fait l'écho et vous empêche d'avoir une conversation vraiment interactive avec moi. Dites-moi, l'ICEA représente quoi pour la CEMAC? Allô, Yves Landry? Oui, d'accord, je vous ai en ligne. Oui, je vous pose la question de savoir quel est l'impact de l'ICEA pour le développement des États de la CEMAC. Alors, l'ICEA, son impact est d'abord de former des cadres statisticiens et économistes dans faire des recherches appliquées sur toutes les thématiques liées à l'économie de la sous-région. Voilà en quelque sorte des lignes pour l'ICEA ici, dans le cadre de cet atelier ici à Kribi. Merci infiniment pour votre contribution. J'espère vous avoir une autre fois dans des conditions meilleures. Merci Gisèle. Au plaisir. Mesdames et messieurs, on va prendre une légère respiration et on va entamer le premier thème de ce soir. J'ai un invité que vous connaissez bien, Albert Njimbonde, va nous entretenir sur cette concertation entre le ministre de l'administration territoriale et les FON, puis les chefs traditionnels des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui, tout à l'heure, après cette pause. This time around, we are going to take you to Boya in the southwest region, where Minister Paul Atanganji was there. Les élections auront bel et bien lieu le 9 février prochain. Ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte, parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Betty-Assomo a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the New Deal has achieved over the years. CRTV News, nothing but the news.
comme prévu à l'entame de cette émission, nous abordons maintenant cette concertation, certes à huis clos, entre le ministre de l'administration territoriale et les chefs traditionnels, on va dire, les garants du commandement traditionnel provenant du nord-ouest et du sud-ouest. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Albert Djembonde. Il est le chef de desk du service politique au poste national de la CRTV. Good evening and welcome on Twilight. Thank you very much. I know you know the role of this thing. We are living in the mode of the fight against COVID-19. But you're not afraid of it, of corona? Well, we are cautious. Okay. We are trying to be cautious to be able to respect all the barrier measures and kick out the pandemic out of the country. Thank you. Thank you for what you do. Now, I know that you're coming from the studio at on the Poste National, but they say in English, National Post of the CRTV Network. Alors, le ministre de l'administration territoriale était en concertation aujourd'hui avec les FUN, sont les chefs traditionnels qui proviennent du nord-ouest et du sud-ouest sur la restauration de la paix dans leurs zones respectives. Mais on projette également, c'est vrai qu'on ne doit pas parler de spéculation, que c'est aussi en préparation des élections régionales à venir. Avant d'aborder ce sujet, il y a quand même un sujet qui brûle les lèvres en ce moment, c'est l'interdiction de l'usage, de l'achat de toute arme blanche, machette. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre de l'administration territoriale décide d'interdire ce type d'objets, d'armes. Il y a quelques années, l'ancien MINAT interdisait l'achat des cartouches, enfin bref, des armes à feu et des munitions. Vous pouvez nous redire dans quel contexte? Il faut dire que le ministre de l'administration territoriale est en charge de la surveillance du territoire. Tout à fait. Il est en charge, il est garant de la protection de l'intégrité territoriale, de la cohésion sociale et la paix à l'intérieur du pays. Donc, c'est des attributs qui sont d'office les attributs du chef de l'État, qui sont délégués à ses membres du gouvernement, qui sont en charge des aspects particuliers. Donc, ce n'est pas surprenant compte tenu de l'évolution de l'actualité. Dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, il faut comprendre le contexte qui impose ce type de mesures. D'abord pour dire que ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on a vu ce type de décision. D'abord, dans un pays comme les États-Unis, pour acheter même un couteau, il faut s'enregistrer un peu comme si vous achetiez un carte SIM. Donc ce n'est pas surprenant. Le contexte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest l'impose parce que les séparatistes en manquent de cartouches, de plus en plus utilisent des armes blanches. Donc, compte tenu de ces informations-là, il a fallu que le ministre en charge de l'administration territoriale prenne des décisions. Ça veut donc dire que un agriculteur, un paysan ou un paysan ordinaire qui veut bien acheter sa machette pour ses travaux champêtres sera maintenant bien embarrassé de devoir laisser sa CNI dire pourquoi il achète une machette. C'est un peu compliqué pour des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas peut-être la volonté de nuire au pays. Il faut dire qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir ce type de crimes que nous avons, qui choquent tout le monde. Ça peut être un peu décourageant pour certains qui sont les innocents. Voilà pourquoi la note signée par le MINAT, cette note à la fin, plaide avec les populations de comprendre pourquoi ce type de mesure a été prise. Donc, nous tous, nous pouvons être embarrassés par cette actualité-là, mais quand vous regardez les images choquantes, comme la femme qui a été tuée à Moyouka, vous comprenez que c'est plus facile d'aller enregistrer ce que vous avez ou déclarer ce que vous avez si tout cela
va nous permettre au moins d'avoir la paix. Donc, c'est à notre niveau, les médias, il est important pour nous d'expliquer le bon sens de ces mesures-là, parce que de plus en plus, on risque ne plus avoir trop d'attaques parce que les séparatistes en manquent des balles. Quand vous avez un AK-45 qui n'a plus de cartouches, ça devient un peu comme un bois. C'est assez sérieux puisque maintenant les gouverneurs sont censés avoir la pleine mesure des stocks dans les quincailleries. Oui. Et ils doivent savoir le nombre de quincailleries existants dans leur région, je parle bien des deux régions, de manière à ce qu'il y ait une espèce de rapport régulier. Je crois que la mesure tient pour 4 mois renouvelables. Oui, 4 mois renouvelables qui, à mon avis, va permettre à l'État de voir si la situation sera sous contrôle, si on n'a pas plus de cas. Voilà pourquoi en tout ce qui a à faire avec la sécurité, il faut la collaboration franche avec les populations. C'est le moment pour la population de jouer pleinement son rôle parce que oui, on peut avoir la détermination des autorités administratives des forces de défense et de sécurité. On aura toujours des problèmes si les populations ne jouent pas pleinement leur rôle. On se connaît tous dans nos communautés, on sait qui est le boucher, on sait qui a des plantations, on sait qui peut acheter 5 machettes, 10 machettes parce qu'il a des plantations. Quand un certain Albert Njembonde pas acheté 10 machettes, c'est pour faire quoi? Vous comprenez que je ne suis pas un agriculteur. Mais on peut aussi passer par Albert Njembonde. Oui, voilà pourquoi il faut déclarer. Il y aura des déclarations sur l'honneur pour ceux qui ont même les permis de bâtir, qui sont autorisés pour acheter des stocks dans les quincailleries, mais quand tout ça est déclaré, on peut tracer. C'est ça l'importance de cette mesure, la possibilité pour l'administration ou la sécurité de traquer en cas de problème. D'accord. On va revenir sur le thème qui vous invite ce soir sur ce plateau, mais avec au préalable, ce reportage de Augustin Guizana qui a vécu. C'est vrai que la concertation était à huis clos. Il est parti suivre la concertation entre le ministre de l'administration territoriale et ses chefs traditionnels. C'était aujourd'hui. Regardez. C'est une première rencontre préparatoire aux élections régionales à venir. Ici, les gardiens de la tradition et auxiliaires de l'administration se sont fait accompagner par le préfet du Vouri, Benjamin Boutou. En attendant la convocation du corps électoral par le chef de l'État, Paul Biya, seul juge de l'opportunité, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a, dans son propos liminaire d'un huis clos de plus de 2 heures, rappelé aux gardiens de la tradition leur place dans l'institution qui va bientôt naître. S'agissant de l'élection des conseillers régionaux, il y a un décret du chef d'État qui a déjà fixé le quota par région. Sur les 90, nous avons 70 qui sont issus des conseillers municipaux, 20 qui sont issus du commandement traditionnel. En effet, l'alinéa 2 de l'article 248 du Code électoral prévoit que les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels de 1er, 2e et 3e degré, dont la désignation a été approuvée conformément aux lois en vigueur. Merci pour ce reportage, même s'il est quand même assez vieux. Alors, je reviens vers vous, Albert Njembonde. Vous avez présenté le journal de 17-18 heures sur le poste national. Vous avez probablement des informations un peu plus fraîches sur ces huis clos qui ont eu lieu tout à l'heure entre le ministre de l'administration territoriale et les funds en provenance du sud-ouest et du nord-ouest. Il s'agit plus précisément aujourd'hui de travailler à leur contribution à la restauration de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Il faut d'abord noter que la plupart, compte tenu des exactions dans ces deux régions, n'habitaient plus dans ces régions-là. Pour la plupart, ils sont hors des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut dire que les chefs traditionnels de ces deux régions ont quand même subi pas mal d'exactions qui venaient des séparatistes, des palais brûlés,
ou incendiés. Certains ont perdu la vie. Je pense notamment au Paramount Chief de Kondotiti, His Majesty Eto, qui a été enlevé de l'église un dimanche et puis tué. Cette barbarie ne s'est pas arrêtée là. On a des chefs traditionnels comme The Fond of So, qui a perdu 2 de ses enfants le même jour. Nous avons bien d'autres qui ont été victimes parce qu'ils étaient bien battus. Certains ont pris la fuite presque dans l'anonymat. Donc vous comprenez que la réunion d'aujourd'hui avait la plupart de ces chefs traditionnels qui sont depuis plus de 2 ans résidents à Yaoundé pour la plupart, notamment 24 Fonds et 35 chefs traditionnels du Sud-Ouest. Donc seulement le nombre vous dit un peu la gravité de... Et ce qui n'est pas pour assurer les populations qu'ils commandent. Donc l'un des indicateurs pour montrer qu'il y a un retour à la paix dans ces 2 régions-là, c'est la présence effective de ces chefs traditionnels dans les villages. Donc, pour l'administration, il y a quand même une certaine accalmie dans la plupart de ces villages depuis quelque temps. Donc, la réunion d'aujourd'hui était de voir dans quelle mesure il peut rentrer. Parce que si les chefs traditionnels qui ont un rôle à jouer pour les élections régionales, si les chefs traditionnels qui ont un rôle majeur à jouer pour la reconstruction et le développement de cette région doivent jouer ces rôles-là, il ne peut pas le faire étant à Yaoundé ou à Douala ou dans d'autres régions. Donc, puisque dans tous les cas, ils sont aussi des leaders d'opinion dans leur communauté. Effectivement, et ils sont auxiliaires de l'administration. Donc, ils ont quand même un rôle important à jouer à plusieurs niveaux. Aux élections régionales, les chefs traditionnels sur les 90 places par région, les textes les donnent 20 places. Oui. Nous avons The House of Chiefs qui revient. Tout ça ne peut pas être possible si les chefs traditionnels ne sont pas dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Justement, je crois qu'il y a l'article 251 du Code électoral qui montre bien quel est leur rôle pour ces élections régionales. Exactement. Donc, la réunion d'aujourd'hui était de voir dans quelle mesure il peut rentrer, quelles sont les difficultés. Est-ce qu'il faut des mesures d'accompagnement du gouvernement pour qu'ils puissent rentrer dans les Alors, c'est dit que ces élections sont imminentes, puisqu'on a vu ce reportage qui est passé, bon, il n'a pas relaté ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Le MINAT avait quand même ordonné un recensement des chefferies. Oui. Oui, pour avoir une visibilité, parce qu'il y aurait eu des plaintes. Oui. Justement, les vacances trop prolongées, parce qu'apparemment, selon toujours le code électoral, il y a d'abord un collège restreint pour pouvoir élire. Vous êtes bien puisque ceux qui sont élus par les pairs. Oui. Donc, pour être élu par les pairs, il faut comprendre qui est qui. Le texte aussi donne des quotas pour les chefs de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. Il faut savoir qui est qui parmi les chefs traditionnels. Tout à fait. Donc, cela dit, il faut aussi penser aux chefs traditionnels. Il faut qu'ils comprennent quelles sont les dispositions. Les notions de collège électoral restreint. Quelles sont les dispositions d'abord? Oui. Qui peut prétendre à quoi? Donc, maintenant, les élections peut-être ne seront pas pour demain, puisque le calendrier électoral est un droit exclusif du chef de l'État, mais qui avait dit que ces élections seront cette année. Donc, si nous faisons un peu de mathématiques, nous savons que nous sommes déjà en août. Oui. Il faut quand même 90 jours entre la date de l'élection et la convocation du corps électoral. Donc, voilà pourquoi ça suscite beaucoup d'engouement au sein des chefferies traditionnelles et des collectivités territoriales décentralisées. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les préalables qu'il faut
pour que cette élection se déroule dans de bonnes conditions, même si le délai est repoussé? Non, c'est clair. Je ne peux pas dire que les délais sont repoussés puisque nous avons jusqu'à la fin de l'année pour organiser ces élections-là, compromis par le chef de l'État. Le préalable, c'est quoi? Les textes sont là, le code sur les collectivités territoriales décentralisées est connu, les dispositions de la loi sont connues. Maintenant, il faut sensibiliser tous les acteurs pour qu'ils comprennent parce que it's a new system. The regional elections will be taking place for the very first time. So people must understand, first of all, what are their roles, traditional rulers, yes. What's going to be the role of the regional assembly? What is going to be the role of the independent conciliator, surtout en ce qui concerne le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il faut savoir que la situation pour ces deux régions-là, si on s'en tient au statut spécial, n'est pas la même chose que dans l'issue du grand dialogue national que certains avaient réclamé. Oui, donc il faut que tout le monde s'imprègne de qui doit faire quoi, qui peut prétendre à quoi. En ce qui concerne le Regional Assembly, en ce qui concerne le House of Chiefs. Le House of Chiefs qui revient, qui est une disposition qu'on a connue avant la réunification du Cameroun, qui a été réclamée pendant le grand dialogue national. Donc, tout ce qui se passe là, tout cet engouement, la lecture que moi, chef service politique à la CATV fait, c'est d'abord de conscientiser et de sensibiliser les principaux acteurs, de comprendre quel sera leur rôle. Il y a quand même des plaintes aussi. Certains choix sont contestés auprès des chefs traditionnels. C'est vrai que c'était une concertation à huis clos. Peut-être que certaines informations ont pu fuser. Est-ce qu'on a abordé ces sujets-là? Non, je ne pense pas. Je pense que d'abord le chef de l'État avait instruit la suspension de création de nouvelles chefferies pour que l'administration territoriale puisse voir plus clair la situation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Cette suspension a été levée récemment, mais néanmoins, surtout les sous-préfets et les préfets sont en charge de réglementer ce secteur-là sur la coordination du MINAT. Donc c'est vrai, ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Donc on a pas mal de chefferies où les chefs ne sont pas encore connus. Moi qui est ressortissant de Boya, je peux vous dire que l'administration pour l'instant ne s'est pas encore prononcé sur le Paramount Chief of Boya, donc le remplaçant de SML Ndeli. Nous avons comme ça dans pas mal de chefferies traditionnelles où l'administration veut voir plus clair. Il y a les concertations avec les populations, avec les notables dans pas mal, je peux parler de Bango à l'ouest, il y a notamment à Limbe où oui, il y a des chefs désignés mais qui ne sont pas encore reconnus par le premier ministre chef du gouvernement qui est chargé de le faire pour les chefferies supérieures. Alors vous êtes chef de desk politique, ça veut dire qu'il y a des informations officielles que vous recevez qui sont véridiques, tout comme il y a des informations officieuses qui... bref. Je voudrais savoir l'issue de ces huis clos d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut sentir, on peut laisser dire que les chefs sont acquis à la cause et sont prêts effectivement à retourner pour cette restauration concrète de la paix dans le sud-est et le nord-ouest? Que quelqu'un ne vous trompe pas, les chefs traditionnels ne sont pas contents d'être à Yaoundé, ne sont pas contents d'être à Douala, ils seront plus contents d'être dans les chefferies. Un chef traditionnel qui n'est pas chez lui perd quelque chose. Et l'engouement que j'ai vu aujourd'hui me donne espoir. Parce que j'ai vu des fonds du Nord-Ouest et des Chiefs du South-Ouest qui veulent vraiment rentrer. Voilà pourquoi ils ont posé quelques conditions, les mesures d'accompagnement. Vous
comprenez que certains sont des questions Cela veut dire que le sécurité. MINAD devra travailler avec les préfets et les gouverneurs. C'est clair, puisque les préfets, le MINAD est le patron des autorités administratives qui ont sur leur autorité les forces de défense et de sécurité. Vous comprenez que la région du sud-ouest et du nord-ouest, il y a pas mal de questions qui sont beaucoup plus liées à la sécurité. J'imagine, voilà pourquoi les travaux se sont tenus à huis clos jusqu'à quand le rapport sera envoyé à qui de droit et que les mesures seront prises. Donc même moi qui peut-être à certaines informations, je ne peux pas... J'ai dit information officielle, je voulais dire des renseignements, parce qu'information, c'est lorsque c'est vraiment... Donc, je ne pourrais pas, pour l'intérêt général, vous livrer ça sur un plateau de télévision. So in a nutshell, I saw traditional rulers of the Northwest and Southwest who are very, very willing to return to their various fondoms and chiefdoms. But because there are certain aspects which are linked to their security, they have made some suggestions to the government, and once the government, the minister promised to faithfully extend their preoccupations to the Prime Minister, head of government, and especially to the President of the Republic. So we are sure that once those measures are taken, we will see more and more those traditional rulers going back. We have some who are already going to their chiefdoms once in a while. Yes. So those are already quite some indications that normalcy is returning. They have been preaching aspects of forgiveness, reconciliation, tolerance. The Minister of Territorial Administration did encourage them to continue in that light. This meeting was extended to parliamentarians and to members of governments of the Northwest and Southwest regions to be sure that the brainstorming is as inclusive as possible, so that the elite of these regions can help the traditional rulers to speak, especially to our brothers and sisters who are still carrying arms, that their battle, or whatsoever they call the struggle, is a battle lost from the beginning, and that they should come back to the national fraternity where the preoccupations will be. Un nouveau membre dans le comité de désarmement. Yes, c'est NDDR. Yes, the regional coordinator for the DDR Center in the Southwest, a new coordinator, regional coordinator, was appointed to bring in renewed momentum in the management of that center, in the pious hope that the center will receive more Cameroonians who have decided to drop their weapons. In the meeting today, the elites were encouraged to continue to talk to parents, because the children who are in the bushes did not drop from the sky. They are children who lived with us. Some are our brothers and our sisters. So we have been encouraged to speak to them, to remind them that we gain more in living together than in a divided Cameroon. So that effort will continue definitely, and we sure hope that when the funds get back to their chiefdoms and their fondoms, the message will be re-echoed even better. Famous anchor Albert Jembonde, thank you for coming, and I hope to see you another time with other subjects, on other topics. It was my pleasure being here. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on prend une respiration et Toilette se poursuivra après. This time around, we are going to take you to Boya in the southwest region, where Minister Paul Atanganji was there. Les élections auront bel et bien lieu le 9 février prochain. Ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte, parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Betty Assomo a exhorté ses collaborateurs
à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the New Deal has achieved over the years. CRTV News, nothing but the news. L'eau constitue un enjeu majeur pour le développement et le Cameroun, pays en voie de développement, fait face à de multiples problèmes liés à la gestion des ressources en eau. Ceux qui ont des moyens payent de l'eau minérale, ceux qui n'ont pas de moyens, ils se débrouillent à aller prendre dans l'Institut catholique. Ça coule en bas du sol, on ne sait même pas d'où ça sort. Ça, le concept de la GIE, c'est impliquer toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir dans le concept. Il s'agit, n'est-ce pas, de particules très fines, avec des diamètres inférieurs à 500 micromètres, pas millimètres, micromètres. Tout est déjà parti. Regardez la première table, comment la poussière a déjà envahi. Tu installes la marchandise, c'est comme ça, dans quelques minutes, ça devient rempli de poussière. Les particules plus fines maintenant arrivent à l'intérieur, mais elles sont gérées, c'est-à-dire de façon automatique par l'organisme. Maintenant, lorsque vous éternuez, lorsque vous mouchez, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, parce que vous voyez, lorsqu'on fréquente, lorsqu'on se mouchonne, on peut tout, mais en réalité, c'est une réponse de l'organisme face à la poussière que l'on absorbe. Apprenez les éco-gestes et la main verte dans Planète Bleue pour un monde qui respire. Planète Bleue sur CRTV. Merci pour votre fidélité à Twilight. À présent, nous parlons de la restauration de la réserve forestière de Melap dans le Noun. Pour en parler, j'ai avec moi Augustin Guizana. C'est le nouveau chef de desk politique à la rédaction de la télévision CRTV. Bonsoir, bienvenue à Twilight. Bonsoir Gisèle et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Contexte sanitaire oblige, il faut bien que je puisse désinfecter mes mains avant Un bel exemple. de commencer. Merci de me recevoir chez vous. Alors, j'aurais pu vous accueillir ici pour le premier thème de ce soir, mais vous avez été vous-même sur le site qui a connu le reboisement avec des eucalyptus à Koutaba. Non, pas à Koutaba, je veux dire à Melap, dans le Noun. Je vais proposer aux téléspectateurs de regarder ce que vous-même vous avez vécu là-bas avec nous. En pleine réserve forestière de Melap, celle de plus de 1000 hommes et femmes issus du contingent 2019 des élèves sous-officiers, visiblement sur le front contre les ennemis de la nature. Nous sommes sur la nationale numéro 6 entre Fumban et Dimom, dans l'Onoun, région de l'Ouest Cameroun. Depuis une semaine, ces aspirants sous-officiers du CIESO de Koutaba défrichent, creusent et plantent en chantant. L'opération conduite par le commandant du CIESO a permis de reboiser 12 hectares. Il s'agit d'une activité civilo-militaire initiée par le ministre de la Défense. L'armée vient ainsi au secours d'un patrimoine de l'État vieux de 73 ans et qui couvre 1700 hectares, créé le 17 juillet 1947. Pour cette campagne de reboisement, le CIESO a bénéficié du soutien technique de l'ANAFOR. Pour cette première phase, nous avions mis en place environ 30 000 d'eucalyptus salignes. L'action civilo-militaire est saluée par le préfet du Noun. Donassier Bonyomo a reçu les responsables du CIESO et de l'ANAFOR dans ses services. Il a souhaité que cette synergie, mue par la volonté de protéger et de sauvegarder le patrimoine de l'État, ne s'arrête pas en si bon chemin. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe à Melap? Il n'y aurait pas de braconnage, mais quoi, une vente illicite ou irrégulière du bois de la réserve? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que dans la réserve forestière de Melap, il y a des coupes illégales de bois dans cette réserve forestière, comme vous l'avez entendu dans le reportage, vieille de 73 ans. Et évidemment, c'est des coupes illégales qui ne profitent pas à la population et qui n'intègrent pas le développement local. D'accord. Une situation plutôt chaotique, on dirait, Gisèle Longuené. D'accord. Alors, d'où vient-il qu'on a un ministère en charge de ce type de questions? Je pense au ministère de l'Environnement.
que viennent faire les militaires dans cette affaire? Bon, disons que c'est normal, d'ailleurs vous l'aurez constaté, si vous parlez des militaires, dans le contexte que nous vivons, il y a ce qu'on appelle dans le jargon militaire l'action civilo-militaire. Il s'agit là d'une activité que mènent les services de défense et de sécurité, soit pour aider les populations en matière d'activités socio-économiques ou bien des éléments de base, notamment les adductions d'eau ou encore d'autres moyens d'accompagnement des populations. C'est ainsi que les éléments des forces de défense et de sécurité peuvent facilement se retrouver en train de donner des fournitures scolaires aux enfants ou encore donner de la nourriture dans le cadre notamment de ce que nous vivons comme crise sécuritaire dans les régions de l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest, et même dans la région de l'Est aujourd'hui. Donc il n'est pas exclu qu'on puisse retrouver les militaires sur les terres ou bien dans le domaine des forêts. Pourquoi pas? Parce que c'est d'ailleurs un endroit où, pour mieux sécuriser une zone, le militaire doit se cacher. Et où il va se cacher à découvert. Donc il a intérêt à protéger la nature. Je pense que l'activité du CIESO, le centre d'instruction des élèves sous-officiers de Koutaba, s'inscrit dans cette logique. Alors, c'est 700 hectares et il y a eu 30 000 eucalyptus plantés en 9 jours. C'est un exploit, mais c'est normal. Je trouve que ces chiffres, il y a une petite disproportion. Non, ce n'est pas disproportionnel parce qu'il faut comprendre que c'est une activité qui impliquait l'ensemble du contingent 2019 du CIESO. Un millier. Oui, et donc il y a plus de 1200 jeunes sous-officiers, hommes et femmes. Et bien évidemment, lorsqu'il faut simplement défricher une zone, procéder à la trouaison, au piquetage, c'est aussi facile, ça fait partie du travail. C'est un système assez méthodique pour travailler, donc, je pense que oui, ça peut facilement s'expliquer. Donc au cours de cette opération, ils sont reboisés au total 12 hectares. Gisèle, je pense que sur les 1700 hectares, vous avez vu dans le reportage, il y a des bois morts, d'autres brûlés. Justement, j'ai bien parlé de disproportion entre les chiffres. C'est donc 12 hectares sur les 1700. Justement. Ça veut dire que l'opération est progressive? L'opération a connu cette période pour une semaine, disons avec extension. Mais c'est d'ailleurs l'une des doléances que les autorités locales ont d'ailleurs posées à l'endroit du CIESO. Et d'ailleurs, le commandant du CIESO, le lieutenant-colonel Jacques-Théodore Fomont, a d'ailleurs promis qu'il transmettra la doléance à sa haute hiérarchie pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. Mais sinon, tout n'est pas terminé. La réserve forestière de Melap entre Djimom et Fumban dans l'Onoun reste problématique. Qui sait, elle peut être utile demain à la population. Alors, il y a un choix de plantes. Eucalyptus, il y a des dessin. Les eucalyptus, qu'est-ce que ça rapporte bien? Alors, vous parlez bien, au-delà de ce que ça rapporte, il faut bien parler de l'ensemble de la réserve forestière, ce que cette réserve peut rapporter à la population, aux communautés environnantes. Selon les experts de l'ANAFOR, l'Agence nationale pour le développement des forestiers, oui. Justement, du ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts et de la Faune, eh bien, les experts là expliquent que dans 5 à 10 ans, les espaces reboisés pourront être utiles aux populations de manière générale, mais particulièrement aux collectivités territoriales décentralisées riveraines. Je pense à la commune, de Fumban, dont le maire est Patricia Tomaino Ndamjoya. Bien évidemment, alors le rapport là-bas, c'est que les plants vont grandir et permettront une exploitation notamment à usage de la communauté, notamment pour l'électrification rurale. Vous savez que les eucalyptus, on peut utiliser ça sous forme de poteaux. Lorsqu'on les coupera, on va les remplacer? Ça, c'est bien sûr qu'il y a, j'allais oublier,
la réserve forestière contient une pépinière. D'accord. Il y a une partie consacrée à la pépinière. Donc, forcément, lorsqu'on coupe, on remplace. Alors, je disais que ces poteaux-là vont constituer des dividendes à la commune également. Oui. Vous le savez, il y a des revenus liés à la foresterie. Oui, les taxes, oui. Donc, des taxes liées à l'exploitation forestière, donc pour les communes. Donc, je crois qu'il y a un rendement, sans m'aventurer dans un chiffre précis. Je pense qu'il y a quand même, si on prélève ne serait-ce que 100 francs par eucalyptus, et si vous avez, si nous revenons sur les 30 000 arbres, vous multipliez simplement 30 000 par 100 francs, et vous aurez ce que vous aurez pour la commune de Fumban au courant d'une année quelconque. Donc je crois que c'est assez important, bénéfique pour les populations. L'autre volet d'importance pour les populations, c'est les résidus issus de la coupe. Oui. Pendant cette période, vous savez pour que le bois de chauffe? De plus en plus, oui. Non, les coupes puisqu'il y a des résidus qui tombent pendant qu'on coupe le bois pour en faire des poteaux oui. électriques. Alors les résidus qui sont de plus en plus, il y a des foyers améliorés. Donc ces résidus permettent aux familles d'avoir à moindre coût évidemment une source d'énergie alternative au lieu que la brousse soit brûlée. Entre autres, donc je pense que c'est assez important. Alors, le bénéfice mais quelle est important. l'implication? Parce qu'habituellement, quand on parle de réserve forestière, on sait, même si on ne le dit pas, que les riverains, les populations de ces zones se plaignent d'accaparement de terre. Quelle est l'implication des populations de Melap pour la survie de la réserve forestière? Alors, pour l'instant, l'implication, elle est, il faut le dire, timide pour une réserve forestière créée le 17 juin 1997, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, on ne ressent véritablement pas encore les populations normales. Mais l'importance de cette réserve-là est connue par la commune, qui d'ailleurs cherche des partenaires à l'étranger. Mais les responsables, les pouvoirs publics, vous l'avez vu, le CIESO, ainsi que l'ANAFOR, ont indiqué que ça ne vaut pas la peine d'aller à l'étranger et qu'au plan local, on peut satisfaire les populations. Et donc, je pense que l'implication des populations, c'est d'ailleurs de cesser d'utiliser des coupes illégales, parce qu'elles sont complices parfois des coupes illégales. Comment comprendre que quelqu'un quitte de loin pour entrer et couper de l'eucalyptus et repartir sans que vous ne soyez au courant? Où sont les et que vous ne puissiez pas les dénoncer. Vous parlez des éco-gardes. Je crois que nous parlons d'une forêt communautaire. Oui. Là, c'est une forêt communautaire. La gestion est différente. Elle n'implique pas directement le ministère des Forêts et de la Faune pour impliquer les éco-gardes. Donc, c'est davantage la responsabilité des populations. Mais il n'est pas exclu qu'avec la décentralisation, l'accélération qui est annoncée, il n'est pas exclu que ce sont des mécanismes qui vont se développer autour de ces forêts pour permettre à ce que le département du Noun en général et les populations de Djimom et de Fumban puissent véritablement, Gisèle, bénéficier des fruits de cette réserve forestière qui est en pleine renaissance, si on peut le dire. Alors, on va achever cette conversation, mais avant de nous séparer, je voudrais quand même relever le fait que l'ANAFOR, l'Agence nationale pour l'appui au développement forestier, a quand même pour mission de valoriser, restaurer et développer la forêt. C'est un peu répétitif. Qu'est-ce qui a été donné comme consigne après qu'on ait entamé cette première phase de reboisement? Qu'est-ce qui est donné comme consigne pour sécuriser cet investissement de l'État? Alors, première des choses, vous avez vu dans le reportage, il y a une présence dissuasive des forces de défense et de sécurité, notamment du CIESO. Et c'est une promesse ferme que le commandant du CIESO a donnée aux populations, aux préfets et à tous les acteurs impliqués dans la gestion de cette forêt. Il y aura donc une permanence des élèves sous-officiers de temps en temps pour venir voir comment est-ce que les choses ont évolué au niveau de cette réserve forestière. Et je pense que c'est un début des solutions, mais davantage, il va falloir que la population puisse s'impliquer dans la sauvegarde de cette ressource, de ce patrimoine de l'État du Cameroun, disait Longuené.
Augustin Guizana, merci beaucoup pour nous avoir édifiés sur cette question. On espère encore vous retrouver ici sur un autre thème. On parlera probablement du leadership féminin. Nous sommes disponibles et ça ne va pas tarder. Nous serons là, le leadership féminin dans les communautés, dans les communes. Et cette fois-là, Gisèle, vous verrez de quel bois s'échauffent les mères femmes au Cameroun. Mères, R-E, M-E-R-E et M-A-I-R-E. Merci infiniment. Ne partez pas, le journal... d'humanitaires tués pour la seule année 2018, ce qui en faisait déjà une des années les plus meurtrières pour les organisations non gouvernementales. Alors, quelles sont les difficultés que rencontrent les organisations internationales dans l'exercice de leurs fonctions? Les éléments de réponse, c'est dans cet extrait du docteur Modibo Traoré du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Il s'exprime au micro de Christelle Avom. Les difficultés sont d'ordre financier. Et je vous dis que notre réponse a été financée à 43% seulement. L'année d'avant, c'était financé à peu près à la même hauteur. Cette année, les besoins vont augmenter. Il faudrait que les financements suivent. Si les financements ne viennent pas, ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population qui se trouve dans le besoin et qui ne pourra pas être assistée. Donc, avec tout le risque que cela comporte en termes de mortalité, de morbidité et de souffrance que les populations, les déplacés, les réfugiés endureront du fait de ce manque de financement. La seconde difficulté, c'est les contraintes d'ordre logistique qui sont assez importantes. Le Cameroun n'est pas un petit pays. À l'extrême nord, pendant la période pluviale, il y a pas mal d'endroits qui ne sont pas accessibles du fait qu'il n'y a pas de route. Voilà. Et les contraintes d'ordre sécuritaire également constituent un grand facteur de blocage. Nos activités ont dû être arrêtées à plusieurs reprises parce qu'on ne pouvait pas aller assister certaines populations, tout simplement parce que les conditions sécuritaires ne le permettaient pas. Souriez, vous êtes... Ce 19 août est également la journée mondiale de la photographie et dans les rues de la ville de Yaoundé, les photographes ambulants proposent des photos minutes. Notre reporter Paul Bidja s'est rapproché d'eux. Elle revient sur le coût de ce service. Souriez, vous êtes filmé. En un clic, votre image immortalisée pour la somme de 1000 francs CFA. 8 photos 4x4. C'est l'un des services que vous proposent ces photographes ambulants de la ville de Yaoundé. Pas besoin d'aller en studio en open space. La ville regorge de coins exploitables comme cet arrêt-bus. Tout est déployé en quelques minutes. Les photos moins chères sortent d'une imprimante qui a pourtant coûté cher à Maxime. Bon, la première photo, c'est dans les 200 000. L'imprimante, c'est dans les 80 000. En moyenne par journée, je peux prendre en moyenne... Bon, là maintenant, nous sommes en train d'attendre le bac. Donc c'est quand le bac va sortir que le marché sera vraiment ambiancé. Et là, pour le moment, on se bat dans les dizaines de photos. Ce dispositif transportable ravit la vedette au laboratoire photo professionnel. Avec 100 francs CFA ici, il est possible de tirer des photos prises avec votre smartphone. Téléphone mobile pour photographie mobile. Merci. Alors, Paul Bidja, dites que les parlementaires s'emploient pour l'entrepreneuriat jeune. Effectivement, promotion de l'entrepreneuriat privé jeune en vue de lutter contre le chômage. Les parlementaires et les maires se sont concertés ce jour à Yaoundé pour un meilleur accompagnement des jeunes porteurs de projets. Écoutons quelques réactions au micro de Nadia Amana. L'objectif est de créer une véritable synergie entre les députés et les élus locaux, de faire en sorte que la promotion de l'entrepreneuriat local, qui est la base du développement économique local, puisse se concrétiser. J'ai contribué en tant que sénateur parce que le Sénat représente les régions. Et donc, le plus proche possible des maires et des communes, beaucoup de nos jeunes ne sont pas au courant de toutes les possibilités qui s'offrent à la jeunesse pour trouver du travail. C'est pour cela que dans ce réseau, dans le site que nous sommes en train d'ouvrir, on a décidé d'abord de le publier dans tous les journaux pour que les jeunes, les uns des autres, à n'importe quel niveau,
puissent trouver du travail. De trouver des solutions communes et efficaces aux problèmes d'auto-emploi, mais surtout apporter un véritable soutien aux initiatives locales des PME pour assurer le décollage économique de nos localités respectives. Nous avons ouvert un fichier pour enregistrer tous les jeunes entrepreneurs ruraux. Nous les cherchons pour leur donner l'information. Il y a beaucoup de guichets pour le financement de la jeunesse, mais ils ne sont pas au courant. Dans un premier temps, les recenser, et dans un deuxième temps, je travaille actuellement avec des partenaires qui vont nous aider à former des centaines de jeunes parents au plan rural pour leur permettre de créer de la richesse. Indépendamment des obédiences. Et lutte contre le coronavirus dans les mosquées et les églises, le respect des mesures barrières est une réalité. On y reçoit moins de 50 personnes, mais le nombre de personnes admises est revu à la baisse. Et le lavage des mains, le port du masque obligatoire. Clara de Marage nous en dit plus. Indépendamment des obédiences religieuses, les espaces de prière se réorganisent par ce temps de Covid-19. Les responsables s'arriment et prennent des dispositions afin que les mesures barrières soient respectées. Au complexe islamique de Tinga, réouvert il y a quelques semaines, des marques sur les tapis pour la distanciation entre les fidèles sont adoptées. La première des choses est qu'à l'intérieur de la mosquée, on a fait des marques pour les mesures de distanciation, de telle sorte que chacun, quand il arrive à la mosquée, il sait où il devra se tenir. Alors chacun vient donc avec son tapis de prière, son couvre-nez, et la poignée de main est strictement interdite à la fin de la prière. Et la mosquée, effectivement, va aussi se démarquer par quelque chose de nouveau. Les fidèles ne seront plus tenus de rester pendant longtemps après la prière. Dans les églises, les mesures sont presque les mêmes. Les contacts entre fidèles sont restreints, le nombre de personnes sur les bancs revu à la baisse, ainsi que le nombre de personnes dans l'enceinte des lieux de culte. Et coronavirus oblige déjà 6 mois que les enfants sont à la maison et difficile pour les parents de trouver des occupations pour eux. Certains ont tout de même opté pour les centres linguistiques. Suivons les explications de M. Nama, chargé d'études numéro 1 au centre linguistique pilote de Yaoundé. Il s'exprime au micro de Nissénémé. Les Camerounais et leurs parents expriment généralement la volonté d'améliorer leur bilinguisme. Cette volonté se manifeste souvent pendant les vacances par une forte présence des enfants. Nous recevons au mois de juillet et au mois d'août de chaque année à peu près 3000 enfants ici. Avec le Covid-19, nous avons fermé les salles de classe de mars au 1er juin. Mais comme notre activité normale, c'est d'enseigner les 2 langues officielles, lorsque le Premier ministre, sous la haute impulsion du chef de l'État, a demandé qu'on ouvre, on a ouvert. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord mis les thermoflash. Il faut qu'ils se lavent les mains. Je veux préciser qu'avant qu'ils n'entrent, il faut qu'ils aient les masques. Il faut qu'ils aient les masques. Et dès qu'on a le masque et que le thermoflash montre que votre température est bonne, vous entrez et vous vous lavez les mains au savon. Toujours au savon et à l'eau. Pour réduire la pression, on a lancé... Approvisionnement en eau, la Camwater annonce 4 jours de coupe d'eau dans la ville de Yaoundé en raison des travaux d'entretien programmés dans les stations de production d'Akom Niada et de la Mofou dans la région du centre. Emmanuel Badin, stagiaire. Les populations de Yaoundé connaîtront des coupures d'eau au cours des journées 19-20, puis du 22 au 23 août prochain. L'annonce a été rendue publique dans un communiqué de la Camwater. Ces perturbations sont consécutives aux travaux d'entretien programmés dans les stations de production et de ravitaillement d'Akomiada et la Mofou. Relevant que ces 2 pôles de production et de traitement en eau potable peinent déjà à satisfaire la demande, dont les besoins en eau potable sont officiellement évalués à plus de 300 000 m3 d'eau par jour. Pour résoudre ce problème, le gouvernement s'attelle à terminer le projet Sanaga, financé par Esiam Bank, China et la société Sinomash. Ceci permettra de résoudre
les crises d'eau dans la capitale et ses environs grâce à une production journalière de 300 mètres cubes d'eau extensible à 400 mètres cubes. Alors, hors du Cameroun, la situation reste tendue au Mali? Mais nous en parlerons dans quelques minutes. Mais d'abord, en sport, football, le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Il s'agit de la première finale de l'histoire du club d'Éric Maxime Choupo-Moting. Ce soir, Carlo Toko Ekambi pourrait rejoindre son compatriote en finale si Lyon domine le Bayern de Munich. Le résumé de la qualification du PSG, c'est avec Robert Collins-Mbiama. Ils y sont enfin. Sans trembler et tout en maîtrise, le Paris Saint-Germain a dominé le RB Leipzig de la tête et des épaules et s'est qualifié pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Dès le début du match, la pression du PSG est intense. Elle porte rapidement ses fruits. 13e minute, coup franc, Di Maria envoie Marquinhos dans les airs. 1-0. Juste avant la mi-temps, le même Di Maria profite de la mauvaise relance de Goulachi et permet au PSG de faire le break. À la reprise, Paris garde le contrôle de la partie malgré le léger sursaut d'orgueil de Leipzig. À la 56e minute, Bernat de la tête clôt la marque. Le PSG, heureux, jouera la finale dimanche soir, soit face au Bayern Munich, soit face à l'Olympique lyonnais de Carlo Toko Ekambi. Les deux équipes se discutent le dernier ticket ce soir. Le Bayern fait office de favori, mais Lyon a déjà fait tomber de haut la Juventus et Manchester City. Coup d'envoi de la deuxième demi-finale à 20h ce soir. Et pour achever ce journal, une note d'information à l'étranger. Situation tendue au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta démissionne de ses fonctions. Dans une déclaration à la télévision nationale, IBK a annoncé sa démission, celle du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale depuis le camp militaire de Kati, quelques heures seulement après avoir été arrêté par les militaires en révolte. Voilà, c'est avec cette note d'information à l'étranger que nous mettons en terme à ce journal. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, Twilight se poursuit dans quelques instants avec le supplément économie qui fait un zoom sur la photographie. C'est avec Paul Bidja dans quelques secondes. L'eau constitue un enjeu majeur pour le développement et le Cameroun, pays en voie de développement, fait face à de multiples problèmes liés à la gestion des ressources en eau. Ceux qui ont des moyens payent de l'eau minérale, ceux qui n'ont pas de moyens, ils se débrouillent à aller prendre dans l'Institut catholique. Ça coule en bas, du sol, on ne sait même pas d'où ça sort. Ça, le concept de l'AGI, c'est impliquer toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir dans le concept. Il s'agit, n'est-ce pas, de particules très fines, avec des diamètres inférieurs à 500 micromètres, pas millimètres, micromètres. Tout est déjà parti. Regardez la première table, comment la poussière a déjà envahi. Tu installes la marchandise, c'est comme ça, dans quelques minutes, ça devient rempli de poussière. Les particules plus fines maintenant arrivent à l'intérieur, mais elles sont gérées, c'est-à-dire de façon automatique par l'organisme. Maintenant, lorsque vous éternuez, lorsque vous mouchez, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, parce que vous voyez, lorsqu'on fréquente, lorsqu'on se mouche, on peut tout, mais en réalité, c'est une réponse de l'organisme face à la poussière que l'on absorbe. Apprenez les éco-gestes et la main verte dans Planète Bleue pour un monde qui reste Planète Bleue sur CRTV+. Soir, le supplément est économie à la manœuvre. Paul Bidja qui reçoit un photographe professionnel. Il s'appelle Léonide Ngassam. Bonsoir Paul. Bonsoir Gisèle. Alors vous avez des pellicules dans votre sac ou juste votre téléphone? Juste mon téléphone pour l'instant. Ah d'accord. Alors aujourd'hui, le supplément éco invite la photographie sur son plateau pour célébrer la journée mondiale de la photographie qui se célèbre aujourd'hui. Alors pour cela, nous avons invité Léonide Ngassa. Il est photographe professionnel. Avec lui, nous allons parler de cet univers-là, du coût de la photographie, comment ça se porte actuellement au Cameroun. Alors bienvenue Léonide sur le plateau du supplément économie. Merci pour
Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, comment se porte l'univers de la photographie au Cameroun? La photographie au Cameroun, on va dire qu'elle est en évolution. C'est-à-dire de plus en plus de personnes se lancent dans cette activité. Et on a déjà une reconnaissance de ce métier. On entend parler de shooting tous les jours maintenant sur les réseaux sociaux. C'est shooting avec des coûts quand même assez forts. Vous pouvez nous donner la marge de tarif, la marge tarifaire de ces coûts-là, de ces shootings-là? Ok, moi particulièrement, je suis spécialisé dans la photographie de mariage. Donc je vais parler de ce que je connais. En moyenne, pour une prestation photo, ça va chercher dans les 300 à 500 000 francs. Est-ce que ce n'est pas un peu cher pour le Camerounais moyen? Ça dépend. Mais il faut dire que le coût s'explique par... il y a plusieurs détails qui composent le coût. Donc, notamment, on a le coût du matériel. On a le coût du matériel, on a la rémunération de nos assistants qui sont sur la production avec nous. On a le temps de travail. Justement, en termes de matériel, qu'est-ce qu'il faut pour être un photographe aujourd'hui? Bon, en fait, on va dire que pour être photographe, ce n'est pas tellement une question de matériel. C'est déjà une question de passion et d'avoir un sens artistique. Maintenant, le matériel intervient pour, on va dire quoi, nous amener à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on peut faire les photos avec un simple appareil photo. Mais si on veut franchir un certain cap, produire des photos de qualité, on ne va pas se mentir, il faut vraiment du matériel et qui est onéreux, qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que par exemple, pour un matériel, on va dire quoi, un boîtier plein format, on va chercher dans les, je n'exagère pas, dans les 2 millions. Quelle est ta touche personnelle à toi en tant que photographe? Ce qui revient souvent lorsqu'on parle de mes photos, ce sont des photos dites lumineuses. C'est-à-dire que j'aime bien, au-delà de la lumière, faire ressortir le caractère naturel de notre environnement. Pour chuter, est-ce qu'il faut suivre une formation pour être photographe aujourd'hui? Suivre une formation, oui. Ça demande quand même un minimum de prérequis. C'est-à-dire qu'on se lève pas n'importe comment pour prendre un appareil photo. C'est-à-dire qu'il y a quand même... oui, il faut avoir des bases. Et la différence entre un professionnel comme toi, il est simple photographe de rue, 4x4, ceux qui nous accostent partout, c'est quoi? La différence, c'est que déjà, moi, comme je l'ai expliqué, le coût de mon matériel est extrêmement élevé. Aussi, le temps de travail. Le temps de travail que j'accorde à mes photos. Et la formation. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me cultive tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Internet, ce que d'autres n'ont pas forcément le réflexe de faire. Vous avez suivi une formation en parlant de photos? Oui, je me forme. Il y a des formations en ligne qui ne sont pas données. Il y a des tutoriels via les plateformes comme YouTube, Udemy. Quand vous dites pas donné, à peu près combien? Ça va dans les combien? Selon on va dire quoi? Selon la pertinence de la formation, on peut aller dans les 1000 euros, on peut aller dans les 500 euros, on peut aller dans je parle en euros parce que la plupart des formations qui sont offertes en ligne sont facturées soit en euros, soit en dollars. Et la plus chère que vous ayez suivie, c'est laquelle? J'ai une formation de presque en euros, bon, on va dire en France, c'est pas 300 000 francs. Mais aujourd'hui, les gens utilisent le téléphone. C'est quoi la différence? Moi, je me prends en photo avec mon téléphone et puis je vais tirer. Non, déjà, au niveau de, on va dire, la qualité d'image, il y aura une forte différence parce que lorsqu'il faudra faire des agrandissements, le téléphone sera limité parce que voilà, il y aura les détails ne seront pas aussi nets qu'un appareil photo. C'est-à-dire que ce qu'un appareil photo peut proposer. Ok, merci. C'est tout pour le supplément éco. Merci. Voilà, merci d'être passé sur le plateau du supplément. Je vous remercie. Merci infiniment, Paul Christelle Bidja. Mesdames, Messieurs, on va prendre une légère respiration et on va achever cette émission de Twilight, édition du 19 août 2020. L'eau constitue un enjeu majeur pour le développement et le Cameroun, pays en voie de développement, fait face à de multiples problèmes liés à la gestion des ressources en eau. Ceux qui ont des moyens payent de l'eau minérale, ceux qui n'ont pas de moyens, ils se débrouillent à aller prendre dans l'Institut catholique. Ça coule en bas du sol, on ne sait même pas d'où ça sort. Ça, le concept de la GIE, c'est impliquer toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir dans le concept. Il s'agit, n'est-ce pas, de particules très fines, avec des diamètres inférieurs à 500 micromètres, pas millimètres, micromètres. Tout
Tout est déjà parti. Regardez la première table, comment la poussière a déjà envahi. Tu installes la marchandise, c'est comme ça, dans quelques minutes, ça devient rempli de poussière. Les particules plus fines maintenant arrivent à l'intérieur, mais elles sont gérées, c'est-à-dire de façon automatique par l'organisme. Maintenant, lorsque vous éternuez, lorsque vous mouchez, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, parce que vous voyez, lorsqu'on fréquente, lorsqu'on se mouchonne, mais en réalité, c'est une réponse de l'organisme face à la poussière que l'on absorbe. Apprenez les éco-gestes et la montée dans Planète Bleue pour un monde qui respire. Planète Bleue sur CRTV. Twilight tire à sa fin. Pour cette édition du 19 août 2020, nous allons parler de la concertation entre le ministre de l'administration territoriale et les faunes et chefs traditionnels en provenance du nord-ouest et du sud-ouest sur comment restaurer la paix dans leurs zones et régions respectives. En deuxième plateau, ce soir, nous avons parlé de la restauration de la réserve forestière de Melap dans le Noun avec l'implication des élèves du centre d'instruction de Koutaba en collaboration avec l'ANAFOR. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Twilight et merci de rester en compagnie des programmes de CRTV News. Au revoir. CRTV News, ici, toute l'info.